Il y avait toujours la même question qui était en suspens, et parfois même dans la bouche des journalistes, c'était que fait l'État, ou que doit faire l'État, ou que peut faire l'État. Est-ce que c'est la question, Ron Hartner? Pendant 10 ans, ils enlèvent les impôts aux Citroën, à Renault. Ils leur font un cadeau 10 ans de ne pas payer des impôts. Il y a des gens qui râleraient. Il y a des gens qui râleraient. Mais c'est pourquoi râler? Parce qu'il faut les aider eux aussi. S'ils se barrent pour trouver de main-d'œuvre pas chère, c'est que ça fait trop de charges pour eux. Il faut leur aider. En Roumanie, au début, pour lancer l'économie, ils ont fait ça. Tu ouvres une entreprise, comme ça j'en ouvrirai aussi une demain, sinon j'ai peur. Mais tu ouvres une entreprise et 10 ans tu ne payes pas d'impôts parce que tu as engagé des gens, parce que tu crées de l'emploi. Et après tu payes quand tu as un nouveau de chiffre d'affaires. Et moi, comme ça, j'aurais le courage de faire une entreprise en France. Parce qu'en France, avec tous les charges qu'il y a, tu n'oses pas d'avoir un emploi. Sinon, à la fin d'année, tu ne pars pas aux Maldives. Enfin, tu pars nulle part. Tu pars même pas... voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce geste-là? L'État devait faire un effort. On baisse les impôts. Et on garde nos entreprises. Il ne part pas tout le monde, sinon on va les perdre. Alors, est-ce que l'État, est-ce que c'est à l'État de... Non, mais il y a peut-être des moyens termes, c'est comme pour le libre-échange. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec Ron Hartner. Pardon? Vous êtes d'accord avec Ron Hartner? Non, je ne suis pas d'accord pour qu'on supprime les impôts des entreprises, y compris des grandes. Mais en revanche, je pense qu'on peut évidemment travailler là-dessus. Je voudrais juste répondre d'un mot. Et ça rejoint la discussion aussi avec Daniel Cohen. Vous voyez, ces fameuses règles de l'Europe. Quand on regarde pas seulement les statistiques du PIB, mais ce que les économistes comme Amartya Sen ont essayé de faire sur des classements qui sont multicritères pour donner un peu la qualité de la vie. On trouve en tête des pays qui sont en Europe, comme la Finlande, comme la Suède, et auxquels s'applique... On trouve en premier d'ailleurs la Norvège et la Suisse, qui sont les deux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Non, mais la Norvège, je ne l'avais pas cité, mais on retrouve le Danemark, la Finlande, la Suède, qui font, à ma connaissance... Oui, le Danemark et la Suède qui ne sont pas dans l'euro, d'ailleurs. Et par ailleurs, on trouve également, dans ceux qui se portent bien, un pays comme l'Allemagne, qui est aussi un grand pays, parce qu'on pourrait dire ce ne sont, entre guillemets, que des petits pays. Donc, c'est bien la preuve que... on peut être en Europe et avoir à la fois un très haut degré de qualité de la vie et de développement humain et par ailleurs avoir une économie qui tourne avec de la solidarité et avec de la justice sociale. Pour en venir au problème le problème de la structure productive française, il est très simple. D'un côté, aujourd'hui, je suis pris en tenaille entre ceux du Nord qui ont l'effet qualité, par exemple l'automobile allemande, pour prendre un exemple concret, et les pays du Sud qui maintenant se restructurent et qui font des gains de productivité très rapides. 8% par an en Espagne, 5% par an au Portugal, 3% par an en Italie. Donc, effectivement, on va être concurrencé des deux côtés et la tenaille... Pour l'instant, ils ne s'amusent pas en Italie, en Espagne et au Portugal. Non, on va les voir défiler dans quelques instants. Ils défilent, mais ils travaillent de plus en plus et de manière de plus en plus efficace. Et d'ailleurs, si vous regardez les exportations et ce qu'on appelle les balances commerciales et courantes, ça se redresse précisément à cause de ça. Donc, le problème français, c'est que là encore, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de miracle. Il faut travailler sur les deux aspects. Il faut travailler sur la qualité, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est la formation. Et ça, c'est fondamental parce que ce qu'on a dit, l'économie de la connaissance, l'économie moderne, c'est du capital humain pur. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il n'y aura plus de travail. Plus on va vers l'économie de la connaissance, plus on va vers l'économie de l'information, plus il faut du travail et du capital humain. Et puis de l'autre côté, il faut qu'on accepte aussi de s'attaquer à notre problème de coût. Et donc, le problème de coût, c'est pas que le coût du travail, c'est aussi l'efficacité du capital et c'est le niveau de prélèvement, puisqu'aujourd'hui, la France, c'est le pays où les coûts de production sont les plus élevés en Europe et où les taux de prélèvement sont aussi les plus élevés. Alors, je ne suis pas favorable à ce qu'on passe à un choc fiscal négatif, en tout cas dans les proportions que ce qui a été proposé là, mais à l'inverse, il faut quand même trouver des systèmes qui soient performants. Et c'est tout à fait possible de le faire sans sacrifier l'État-providence, sans sacrifier la solidarité, sans sacrifier la justice sociale. Paul Jurion ? Oui, il y a une confusion qui est faite entre le capitalisme et puis la colonisation du monde qui a eu lieu. On a tendance à dire, il y a des gens qui disent, oui, mais regardez ce qu'on a fait avec le capitalisme, on a regardé le 19e siècle et tout ça. Rien ne prouve qu'un autre système n'aurait pas fait exactement la même chose. Ce qu'on a fait à cette époque-là, c'est coloniser le monde. On est arrivé aux États-Unis, il y avait un continent vide, c'est Emmanuel Todd qui a parlé de ça. Et alors, on est arrivé avec des paysans qui pouvaient travailler sur des lopins de terre et on leur a dit, voilà, vous voulez 50 hectares, vous voulez 200.
intéressant, etc. Et ces gens sont allés là. Évidemment, ils sont devenus riches. Ils venaient de pays où ils travaillaient sur des lopins, où la densité de la population est tout à fait minime. Alors, cette découverte, cette colonisation aussi, comme on l'a fait sur le plan politique, comme on l'a fait en Afrique, comme on l'a fait en Asie. Pourquoi est-ce que les pays asiatiques font leur révolution industrielle maintenant? Parce qu'on les a empêchés de le faire à une certaine époque. Alors on dit, oui, tout ça, c'est le capitalisme. Mais non, ce n'est pas le capitalisme. C'est le fait que notre espèce a colonisé son espace. Les Mayas, les Incas faisaient exactement la même chose. Ils ont fait la même chose que nous avons fait, mais ce n'était pas un système capitaliste, ça n'avait rien à voir. Ils produisaient des choses, c'est tout. Alors, notre système capitaliste, maintenant, dont on nous dit qu'il est toujours aussi bien parfait, c'est quand même nous qui envoyons la Troïka en Grèce, qui applique les mêmes politiques que la Banque mondiale, que le Fonds monétaire international, des politiques dont on le sait, on l'a vu. Et ça commence déjà en Russie, ça commence même en Allemagne, que l'espérance de vie est en train de baisser malgré le système capitaliste qui était autour. Non, c'est parce qu'on n'a pas... Pendant 2500 ans, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on était comme espèce, on a pensé à tout ça, c'était très bien. On a des philosophes depuis l'époque de Socrate, même en Chine, ils ont des philosophes de la même époque. Ces 2500 ans de réflexion, on n'en a fait absolument rien. Absolument rien. Si on vient avec des idées en disant il faut supprimer les impôts, et alors bon... Il y a un point de consensus, c'est qu'il y a un rapport. Est-ce qu'il y a un rapport? C'est dommage que M. Mac n'est pas là ce soir, c'est dommage qu'il nous fait défaut. Ça aurait été encore plus rigolo. Il s'est décommandé. Il s'est décommandé, voilà, c'est dommage. Mais... Quand on nous dit maintenant, oui, voilà, il suffit d'enlever les impôts et puis les entreprises... Oui, madame, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un rapport à ce que vous venez de nous dire dans le système qu'on a utilisé en Roumanie et le fait que quand on demande maintenant aux jeunes en Roumanie quel genre de système politique ils préfèrent, il y en a 65% qui disent que c'était peut-être pas si mal sous Ceausescu. Moi, je connais même un monsieur... Moi, j'étais sous Ceausescu jusqu'à 17 ans. C'est la pire chose qui peut arriver à un pays d'être communiste. Oui, c'est la pire chose qui peut dire aussi autre chose. Moi, je l'ai vécu. C'est pas dans les livres. Mais moi, j'ai un beau-père qui dit il n'y avait pas tous ces clochards dans les rues. Voilà ce qu'il pense. Mais oui, vous savez ce qu'il faisait Ceausescu? Envoyait les policiers et quand il trouvait un garçon de 20 ans à 15h au cinéma, il le sortait. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas au boulot? Va au boulot, sinon en prison. T'imagines aujourd'hui qu'on va chercher tous les gosses dans la rue? Qu'est-ce que vous foutez sur la rue? Allez-y au boulot tout de suite. Donc on était obligé de travailler pour 30 € par mois. Expliquez-moi ce sondage. Pourquoi croyez-vous que ces jeunes pensent ça? Parce qu'après la Révolution, en fait, cette loi de 10 ans de manque d'impôts, elle a été très bien, mais ça a été fait pour les mêmes communistes qu'avant. Nous, on a tous aimé d'avoir ça, avoir chacun deux, trois entreprises. On arrivait à faire 1% de gain et l'inflation grandissait avec 50 fois par an. Donc, le problème, ça a été ça, que ça a été un coup monté. Mais on ne veut pas de coup monté, tu vois. Daniel Cohen. Enfin, je propose un truc. Je crois pas que et on va passer au traité budgétaire européen. Je propose de revenir à la dictature roumaine de Ceausescu, mais pour aller dans son sens, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites qui montrent que, par exemple, aujourd'hui en Chine, alors même que le revenu a été multiplié par 4 en l'espace de 20 ans, c'est-à-dire des taux de croissance qu'on n'a jamais vus dans l'histoire, même sous les Mayas, le taux de satisfaction est exactement au niveau où il était en 90 et le nombre de gens qui deviennent nostalgiques de Mao ne cesse de croître. Et on avait observé et étudié la même chose en ex-Allemagne de l'Est, ce qui est un comble, et où on observait la même chose, c'est-à-dire que le système dans lequel on a demandé aux Allemands de l'Est de venir, évidemment, leur apportait la démocratie. Il ne s'agit pas d'y toucher. Mais à côté de ça, ils se sont retrouvés dans un système économique beaucoup plus compétitif, beaucoup plus dur, où le lien social s'est tout de même, en réalité, affaissé, et qui les rend nostalgiques de cette période. Et donc, il ne s'agit pas de plaider pour le retour, mais il faut quand même comprendre la nature de cette insatisfaction. Je reviens au cas chinois, parce qu'il est toujours donné en exemple, c'est formidable. Le niveau de satisfaction chinois est le même que celui qu'en 90. Le tiers supérieur, en effet, est plus heureux, mais le tiers inférieur est plus malheureux dans les mêmes proportions, et le tiers du milieu est au même niveau. Donc il faut aborder cette question. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Alors, c'est une question peut-être un peu générale par rapport à la crise. Revenons à la crise. Cette crise va être le moment de choix décisifs et on voit bien émerger des solutions, plus d'impôts, ceci et cela. Moi, je pense que ce serait grave si de cette crise devait accoucher une remise en arrière de ce qu'on a construit au cours de toutes ces années. On entend toujours le problème de la France et des pays riches, c'est que les dépenses de santé explosent. Donc ça crée des charges sociales qui réduisent la compétitivité et qui, au bout du compte, ne sont pas bonnes. Mais quand dans les années 50-60, on disait la consommation d'automobiles explose, tout le monde applaudissait. Il faut quand même comprendre comment se fait-il. Les automobiles explosent dans les années 50-60, on est ravis. Les dépenses de santé qui allongent l'espérance de vie
explose, entre guillemets, avec le même concept dans les années 2000, et c'est une tragédie. Si on ne comprend pas que ce qui est derrière, c'est que dans un cas, c'est une gratification immédiate qu'on paye avec son salaire, dans l'autre, c'est une gratification différée qui est prise en charge par la société, mais que la nature des biens, on va dire, pour aller vite, se compare largement, alors on va faire fausse route. Donc je pense que cette discussion sociale n'est pas inutile. Mais en effet, revenant aujourd'hui à la crise dans laquelle on est, on voit la faiblesse de notre système, puisque sans croissance dans les 2 ou 3 prochaines années, on n'arrivera pas pacifiquement à régler cette problème. Donc je pense qu'il faut avancer, là je fais une motion de synthèse, sur ces 2 jambes, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des choix de société qui peuvent, de manière implicite, se faire et qu'on regrettera, parce que sacrifier tout ça pour un quart de point de croissance qui de toute façon sera dilué dans l'océan des malheurs, ce serait ridicule. Et de l'autre, évidemment, il faut corriger ce que vous disiez, ces dysfonctionnements criants au sein de l'Europe qui font qu'aujourd'hui l'Europe est en crise, c'est évident, ne fonctionne pas et qu'elle doit retrouver un moteur, une cohérence, un projet ou disparaître pour aller dans votre sens. J'en profite pour enchaîner, je vous donne la parole tout de suite après. On en arrive justement à ce traité budgétaire européen. Faut-il le ratifier ?